Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, qui dit vendredi dit Tour des Clochers. Et oui, ce matin, je suis très heureuse de vous retrouver sur la rive droite de la Loire, à l'est de Nantes. Ce matin, nous avons posé nos micros à Thoiré-sur-Loire pour une matinale en direct de la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire. Et pendant ces 2 heures ensemble, on va découvrir ces clochers, son histoire et ceux qui la font vivre au quotidien. Et nous sommes reçus ce matin par le père Jérôme Chéreau, curé de la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire depuis septembre 2024. Bonjour père Jérôme. Bonjour Tiffaine. Merci de nous recevoir et d'ouvrir vos portes aux auditeurs de Radio Fidélité. Votre paroisse recouvre 3 communes, Thoiré-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire et Mauves-sur-Loire. 3 communes intégrées à Nantes Métropole. Et que je retrouve qui forment un bel ensemble entre urbanité et nature, où la Loire donne le tempo de la vie locale. Alors on va prendre le temps au cours de ces 2 heures à venir de découvrir votre paroisse, celles et ceux qui la font vivre, de prendre le pouls du territoire et de nous intéresser aussi à son histoire. Alors au programme, d'abord votre parcours père Jérôme, de l'informatique au sacerdoce, votre engagement auprès de la jeunesse et de la JOC et votre arrivée à Saint-Mathieu-sur-Loire. Puis à 7h31, la vie paroissiale avec 4 témoignages, rencontres de quartier, accompagnement des catéchumènes, église verte et catéchèse. À 8h05, Martine Auger, maire de Thoiré-sur-Loire, nous parlera des défis d'une commune attractive. À 8h15, plongée dans l'histoire de l'église et de l'orgue voyageur de Thoiré. À 8h45, Mat Accueil solidaire, 10 ans d'accueil et d'accompagnement des familles migrantes. Allez, c'est parti pour 2 heures au cœur de Saint-Mathieu-sur-Loire entre foi vivante et solidarité concrète. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Alors père Jérôme, vous êtes arrivé à la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire en septembre dernier. Mais avant de parler de votre nouvelle mission, j'aimerais revenir sur votre parcours. Vous avez été ordonné prêtre en 1993. Vous aviez 28 ans. Cela fait donc plus de 30 ans maintenant. Voilà. Mais vous n'avez pas toujours été prêtre, je le disais un petit peu en introduction. Informaticien formé en IUT, vous avez travaillé à Paris pendant 2 ans et vous faisiez en même temps votre formation sacerdotale. Je ne me trompe pas, c'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. Et pourquoi ? Eh bien parce que je voulais avoir une formation professionnelle et quand on rentre au séminaire, on n'est pas sûr de savoir par quelle porte on en ressort. Et donc c'est important d'avoir une formation professionnelle de façon à ce que si on choisit de ne pas aller jusqu'au bout de la formation des prêtres, on ait aussi une possibilité de se réorienter. Et c'est une manière de connaître aussi le monde. Et puis c'est aussi une manière d'être responsable de sa vie, puisque tant qu'on est jusqu'aux études, on est plutôt encore pas complètement responsable, puisqu'on n'est pas salarié, on n'a pas de revenus, donc voilà, faire l'expérience et en plus en partant à Paris, de se débrouiller tout seul, de découvrir une autre ville, de faire des relations, tout ça, je pense que c'est très formateur. Et ça apprend à connaître aussi une expérience de travail avec des collègues. Donc c'est peut être nécessaire après, justement. Plein de richesses pour ensuite vivre le ministère. D'ailleurs, tous ceux de mon année du séminaire, on avait tous travaillé avant, on est tous devenus prêtres. Et oui, c'est votre génération est plus comme ça, moins maintenant peut-être. Alors je connais pas le parcours des nouveaux. Mais on essaiera d'en savoir plus. Oui. Et votre vocation sacerdotale, elle est née à quel âge ? Eh ben, elle est née vers 17 ans. Non pas parce que quelque chose me serait tombé du ciel ou derrière un pilier d'église, mais parce que des copains de la JOC m'ont posé la question ou m'ont dit... JOC, c'est la jeunesse ouvrière chrétienne. Et donc des copains m'ont dit, toi on te verrait bien prêtre. Au départ j'ai dit non, vous êtes complètement fou, et ils sont revenus à la charge. Et du coup j'ai accepté de... C'était des copains cathos ou pas, plus chrétiens, ou moins, mais ouais. Ils le voyaient. Ils voyaient quelque chose qui faisait que ça leur parlait et que ça leur disait peut-être que je ferais un prêtre plus tard. Et du coup, ça a été le début de mon cheminement qui s'est vécu pendant 10 ans après.
Alors du coup, vous évoquez la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. C'est ce mouvement aussi qui a été un peu le déclencheur, le lieu, enfin surtout le lieu de votre cheminement spirituel ? Eh bien oui, parce qu'avant c'était plutôt je suivais mes parents et du coup la JOC... Vous étiez dans une famille chrétienne, pardon ? Dans une famille chrétienne, voilà. Et du coup la JOC a été le lieu où j'ai plutôt acquis la foi pour moi-même et je me suis affirmé comme chrétien à partir de là. Donc ça a été très formateur pour moi et c'est là que j'ai aussi appris à découvrir des textes de la Bible, à pouvoir en discuter, à débattre. Voilà. Comme quoi les mouvements à l'adolescence et à la vie de jeune adulte sont très importants. Oui, parce que ça permet de garder un lien avec l'Église. Autre que la messe. Autre que la messe et autre que la paroisse où... Quand on n'est pas très nombreux, c'est pas évident. Alors être soutenu par une bande de copains, c'est important aussi. Vous avez donc, je l'ai dit, été ordonné prêtre. Non, je l'ai pas dit. Peut-être que vous avez en 93. Et vous avez exercé votre ministère dans différentes paroisses du diocèse. Il y a au Vieux-Doulon, à la Bautière, puis du côté de l'Estuaire à Méan-Trignac-Montoire. Mais ce qui traverse toutes ces affectations, c'est manifestement un lien fort avec la jeunesse et avec les quartiers populaires. C'est un peu un fil rouge de votre ministère ? Alors oui, parce que moi je suis né juste à côté des Dervalières, donc le monde des quartiers populaires ne m'était pas du tout inconnu. Et puis je suis quelqu'un de la ville aussi, donc m'imaginer dans une paroisse de campagne, c'était impossible pour moi. Aujourd'hui ça l'est un peu plus, mais voilà. Quand la première fois que l'évêque m'a nommé en dehors de Nantes dans une commune rurale, je lui ai dit... Excusez-moi, monseigneur Jean, mais il n'y a même pas une barre d'immeuble pour m'empêcher de voir le coucher du soleil. Ça me manque. Il vous a entendu ? Alors, non, puisqu'il m'a nommé au pèlerin Chex et puis Saint-Jean-de-Boiseau, mais voilà. Ça a été dur ? La première année, je retournais toutes les semaines me prendre une petite dose de quartier populaire, mais après, voilà, je me suis habitué petit à petit à vivre plus en campagne parce que c'est vraiment un monde plus inconnu pour moi. Mais c'est un défi en même temps. Peut-être qu'il y a ce côté où il faut obéir à son évêque. Donc ça peut être un peu oui, désarmant. après, c'est pas une obéissance servile non plus. Vous pouvez dire ce que vous pensez. On a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de dire je vais me sentir à l'aise ou pas. Oui. Et en même temps, peut-être que ça vous a formé un peu, appris des choses. Alors après, voilà, je pense que j'ai découvert ce monde des petites communes que je connaissais pas du tout, parce que j'étais plutôt dans des grandes communes avant. Donc le rapport à la population n'est pas le même, le rapport aux responsables comme les mairies, on est beaucoup plus proches. Et puis, du coup, ce sont des paroisses qui ont des histoires, alors que celles des quartiers populaires n'ont pas plus de 50 ans ou de 60 ans. Donc, c'est pas du tout la même chose. Vous avez été pendant 12 ans à Bellevue et pendant 8 ans aumônier de l'enseignement public. Vous avez accompagné l'Action catholique des enfants, la JOC, les jeunes ouvriers chrétiens. Qu'est-ce qui vous anime particulièrement dans ce compagnonnage avec la jeunesse ? Eh bien, la jeunesse, c'est souvent le lieu des choix. Des orientations. Donc c'est important de les aider, puis d'être, non pas de le décider pour eux, mais de les accompagner dans leurs questions, dans leurs questionnements, dans leur vision de l'avenir, dans les échecs aussi des fois qu'ils peuvent vivre, pour les aider à devenir adultes. Et donc ce cheminement, moi j'aime beaucoup cette idée de cheminement et de compagnonnage, pour un peu comme un grand frère ou pour aider un peu à discerner quel serait leur avenir. Et du coup, ça permet des fois d'avoir des liens qui restent après pendant un certain nombre d'années, parce que voilà, on a compté pour eux un moment de leur histoire. Et c'est souvent ce que disent les jeunes prêtres ou même les jeunes en général, c'est l'image de quelqu'un, un parrain ou une personne qui est passée dans notre vie et qui nous a conduits. Plus récemment, avant d'arriver ici, vous étiez curé de 3 paroisses sur la Basse-Loire-Sud, ce qui comportait 9 clochers: Bouguenais, La Montagne, Saint-Jean-de-Boisseau, Le Pèlerin, Bouet, Chéhenré, Saint-Aignan de Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes et Brin. Et qu'est-ce que vous retenez justement de cette période ? On en a parlé tout à l'heure. C'était quand même, moi, je voudrais insister sur le territoire vaste. C'était un défi parce que c'était 3 paroisses, donc une organisation un peu compliquée. Donc à la fois, je ne pouvais pas être partout, donc c'était aussi la mise en route d'un certain nombre de responsabilités, de gens qui devaient être plus autonomes. Et donc je crois que c'était un bon apprentissage de la manière d'être curé. Voilà, c'est pas celui qui décide de tout et qui fait tout, mais qui
permet que d'autres soient acteurs et qui délègue et qui accompagne et qui permet de relire aussi, mais voilà. Qui n'est pas tout puissant. Voilà, et qui n'est pas tout puissant, surtout pas. Mais ça, je l'avais appris aussi à la JOC quand j'étais accompagnateur, parce que là aussi, c'est les jeunes qui décident. Donc des fois, c'est pas forcément le choix qu'on aurait fait, mais c'est important de les accompagner dans leur choix. Donc accepter d'être au service et pas comme celui qui commande. C'est une belle vision. Oui. Merci Père Jérôme pour ce retour sur votre parcours. Et maintenant, comme chaque matin, place à la parole de Dieu avec l'évangile de ce vendredi 16 janvier, tiré de l'évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce qui m'impressionne en premier dans cette histoire, c'est la détermination des 4 hommes qui portent l'homme paralysé. Défoncer le toit pour lui permettre d'accéder à Jésus. Voilà des manières de faire bien extrêmes, même si à l'époque, bien sûr, les constructions des toitures étaient légères. Rien ne les arrête. Et en plus, ils ne font pas tout cela pour eux-mêmes, mais pour cet homme paralysé qui serait incapable de s'en sortir tout seul. Voilà déjà une bien belle histoire. Elle me fait penser à tant d'exemples de personnes qui se mettent ensemble à plusieurs pour aider les autres et qui sont capables de défoncer des toits, de déplacer des montagnes ou de faire tomber des murs, comme le disent toutes ces belles expressions imagées. Par exemple, bien sûr, comment ne pas penser aux brancardiers de Lourdes. Sans eux, aucun malade ne pourrait aller en pèlerinage. Je pense aussi aux personnes qui viennent en aide aux migrants qui sont dans une détresse extrême. Sans toutes ces associations ou collectifs qui les portent littéralement, des familles entières dormiraient dehors et seraient incapables de survivre par elles-mêmes. Mais revenons à l'Évangile. Devant la foi de ces 4 brancardiers, comment Jésus pourrait-il ne pas guérir cet homme? Et cela pourrait finir ainsi, une guérison, une happy end. Mais non. Rebondissement. Jésus s'adresse au paralysé et lui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Certes, la paralysie de l'homme nous semble un grand mal, mais pour Jésus, le péché est un mal bien plus grand que cette paralysie. Et du péché, comme d'une offense faite à Dieu, seul Dieu peut nous libérer. C'est ce que font remarquer très justement certains observateurs à Jésus. Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus donc, en guérissant cet homme, veut montrer qu'il a d'abord autorité pour pardonner les péchés. La guérison devient une attestation de ce qu'il est. Il a l'autorité de Dieu, il est Dieu.
l'homme se lève, prend son brancard et sort. Que cet évangile puisse nous inspirer aujourd'hui. Si nous aussi nous croyons que Jésus a le pouvoir de pardonner, aucun péché ne doit nous paralyser, nous empêcher de nous lever, d'avancer à nouveau dans la bonne direction. Si nous pensons que Jésus peut en libérer d'autres, alors nous devons être comme ces 4 hommes de l'Évangile, emporter d'autres à sa rencontre. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Et on vient d'entendre l'Évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12, commenté par le Père Arnaud Lagagné. Nous sommes toujours en direct de la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire en compagnie du Père Jérôme Chéreau. Alors, on a évoqué votre parcours, on va découvrir dans quelques instants votre paroisse, mais avant, on vient d'entendre cet évangile de la guérison du paralytique. Jésus dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Comment est-ce que cet évangile résonne en vous ce matin, Père Jérôme ? Et comment est-ce qu'il rejoint votre manière d'accompagner les personnes ou votre vision du ministère ? Ça me donne des visages de jeunes, des fois, quand ils venaient au tout début à la JOC, ils étaient très fermés sur eux-mêmes. Je me rappelle une jeune fille qui se cachait derrière ses cheveux. Et comment, petit à petit, avec un certain nombre de réunions, plusieurs années, comment elle s'est ouverte, comment elle a pris des responsabilités, tout ça. Voilà, lève-toi et marche, c'est un miracle qu'on voit régulièrement quand on accompagne des jeunes. Donc oui, c'est un évangile et voilà le mouvement, la paroisse, c'est des lieux qui peuvent aider à s'ouvrir et à aller vers, à marcher, à prendre de l'assurance et à prendre des responsabilités après. Alors concrètement, vous avez pris vos fonctions ici en septembre du dernier, mais c'est 2024, voilà. Succédant au Père Gilles Dalibert qui était curé de cette paroisse depuis 11 ans. Comment s'est passée cette transition ? Quelles ont été vos premières impressions en arrivant sur ce territoire ? Alors, tout d'abord, très bien, puisque quand j'arrive, je viens pas comme quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, mais comme quelqu'un qui écoute. Donc, j'ai pris une année à découvrir la paroisse, à essayer de m'habituer à ce que cette paroisse vivait, à découvrir un peu toutes les dimensions. Et du coup, avec un certain nombre de gens qui sont très accueillants et qui m'ont aidé à découvrir toutes les dimensions de la paroisse. Une paroisse très vivante, une paroisse très accueillante et une paroisse aussi où il y a un certain nombre d'engagements, de gens engagés dans un certain nombre de services. Donc, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, effectivement. C'est plutôt impressionnant. Donc après, voilà, petit à petit, j'essaye de prendre ma place, de me positionner. Mais là aussi, un peu à la manière de la JOC, donc plutôt dans un accompagnement plus que dans quelqu'un qui veut tirer les gens vers l'avant. C'est pas ma manière d'être. Et vous n'êtes pas seul pour animer cette paroisse, il faut les nommer. Vous êtes accompagné de 2 autres prêtres, les pères Joseph Potiron et Marcel Rinaud, si je ne me trompe pas, et 3 diacres permanents, Patrick Javano, Patrick Douet et Pierre Poitou, qu'on connaît à la radio. En revanche, il n'y a pas de coordinatrice pastorale paroissiale, ou pas encore. Il y en a une en fait qui fait fonction, mais qui n'a pas souhaité avoir cette nomination. Donc, mais c'est Véronique Goriot qui fait cela. Et on est en recherche d'un futur qui, ça y est, on a un nom. Donc maintenant, il faut le présenter à l'évêque et on verra s'il accepte. Oui, c'est une salariée que vous cherchez. Là, vous avez quelqu'un qui rend service, qui est bénévole. Oui, de manière bénévole. Alors, comment est-ce que vous vous organisez entre les 3 communes de Sainte-Luce, Thoiry-sur-Loire, Mauves-sur-Loire ? Chacun a un peu son église ou vous bougez, vous ? Alors moi je bouge, oui, non, on n'est pas attaché, chaque prêtre n'est pas attaché à une église, même si certains peuvent dire tiens je me sens plus à l'aise dans telle église que dans telle autre. Mais non, on est au service de la paroisse, donc on va un peu partout et non, c'est important de bouger. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leur clocher, mais il y en a certains qui bougent aussi, qui vont parce que tout le défi, c'est à la fois de garder la proximité. Donc la proximité, c'est de rester dans la commune où on est, mais en même temps de faire paroisse. Et faire paroisse, c'est s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres et vivre des rassemblements. Et donc, voilà, essayer de construire cette paroisse ensemble.
Ce qui frappe quand on découvre votre paroisse, c'est la diversité des propositions. Moi, je regardais le site internet. Alors, on a de l'adoration eucharistique, mais on a aussi de la solidarité concrète, des groupes de prière aux actions caritatives. Est-ce que vous diriez que c'est le reflet de sensibilités différentes qui arrivent en fait à vivre ensemble au sein de votre communauté paroissiale ? Alors c'est le reflet sûrement, oui, de sensibilités différentes qui ont réussi à vivre Alors après, à vivre ensemble, c'est pas toujours automatique, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas, elles existent, elles cohabitent. Voilà, il n'y a pas forcément toujours des croisements, mais ça arrive aussi. Et puis il y a des gens qui préfèrent vivre telle ou telle dimension et d'autres telle autre. Et il y a ce respect de vivre chacun. Le respect, en tout cas, que ça puisse exister dans la paroisse et que toutes ces dimensions sont au service des gens de ces communes. Alors, quels sont les grands chantiers actuellement, justement, sur lesquels travaille l'EAP, dont vous faites partie, bien évidemment. Quelles sont les priorités que vous êtes fixées ensemble, justement, pour les mois, voire les années à venir ? Alors, en septembre, on a fêté les 20 ans de la paroisse et on avait mis comme titre... la paroisse Saint-Mathieu, une paroisse toujours en construction. Donc voilà, donc on est toujours dans cette mise en paroisse, essayer de vivre ensemble, de prendre ensemble la responsabilité de la paroisse, de permettre qu'il y ait un certain nombre de propositions pour rejoindre un maximum de gens et d'être à la fois témoin de l'amour du Christ par un certain nombre d'actions caritatives. Donc tout ça, c'est essayer aussi d'apprendre à se connaître, à se repérer, à reconnaître ce que font les autres. Et on a fait dernièrement aussi une rencontre de toutes les personnes qui sont en mouvement sur la paroisse. Donc il y a 14 mouvements représentés. Voilà, mais il n'y avait pas forcément de rencontres communes. Donc voilà, on a initié ça. Et donc le défi, c'est de faire communion en fait. Rassembler. Et ça, voilà, de se reconnaître les uns les autres d'une même paroisse et de reconnaître que chacun y a sa place. Et oui, mais justement, quand on regarde de plus près, moi j'ai vu des nombreux services de solidarité qui sont propres à votre paroisse. La porte ouverte pour un temps d'amitié autour d'un café, la table ouverte pour des repas partagés, Amitié Espérance pour les personnes touchées par la souffrance psychique, le groupe Petit Fragile pour les familles confrontées au handicap. Ça, c'est une dimension importante de l'identité de Saint-Mathieu-sur-Loire. Ah, sûrement, oui. Sûrement, parce moi, j'ai que pas vu ça autre part. Ça existe depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi donc Mat Accueil Solidaire qu'on découvrira tout à l'heure. Oui. Voilà, qui est aussi en fin d'émission, tout à fait. Suite à l'appel du pape François à accueillir les migrants. Donc oui, non, il y a eu plein d'initiatives sur cette paroisse qui vivent et qu'on a donc toujours à aider à faire vivre parce que c'est vraiment l'engagement des chrétiens ici et voilà, un curé n'est pas là pour dire non, maintenant ça marche plus, il faut faire autre chose. Non. On est là au contraire pour valoriser tout ce qui se fait et permettre que ça existe et que ce soit connu, voilà, par les paroissiens et puis aussi en dehors. Donc ça c'est important. Et oui, vous avez déclaré lors de votre installation à Bougnay en 2015 que, je vous cite, les laïcs doivent prendre toute leur place dans la vie de l'Église. Le prêtre est là pour aider chacun à prendre toute sa place. En fait, vous n'arrêtez pas de dire ça, et c'est vrai, 10 ans après, c'est toujours une conviction profonde pour vous. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de passage dans la paroisse. En fait, ceux qui restent, ceux qui sont les permanents, ce sont les laïcs. À moins qu'ils déménagent ailleurs. Mais autrement, en général, ils restent longtemps sur leur commune. Nous, on bouge tous les 5 ans, 10 ans, et donc on va ailleurs. Donc je ne suis pas celui qui va rester et qui va permettre que les choses continuent. Donc s'il n'y a pas de laïcs qui sont en responsabilité sur ces lieux-là, ça veut dire que quand le curé s'en va, tout se casse la figure. Ça, c'est une belle leçon d'humilité quand même. Voilà, on n'est pas les détenteurs de l'Esprit Saint tout seul. L'Esprit Saint travaille à partir de toutes les personnes qui sont engagées dans l'Église. Merci infiniment, Père Jérôme, pour ces premiers échanges. Dans quelques instants, place à la vie paroissiale de Saint-Mathieu-sur-Loire. Restez avec nous. Ce sera juste après une page de publicité et la météo. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Sellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Bonjour, je suis maître Paul-Marie Muchnier, commissaire-priseur dans le Grand Ouest. Vous avez des objets précieux expertisés ? Bijoux, argenterie, tableaux, sculptures et même vins. Je viens chez vous les expertiser en vue d'une vente aux enchères ou d'un partage familial. Adjugé, vendu. Le 06 62 888 105 milon.com.
Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Un point sur la météo aujourd'hui. Le ciel reste dominé par la grisaille avec quelques éclaircies ce matin. Quelques faibles pluies touchent le nord du département ce matin avant de s'essouffler. Et en arrivant sur Nantes, le vent de sud restera modéré, soufflant entre 15 et 20 km/h. Côté thermomètre, la douceur est au rendez-vous. Comptez 8 degrés dans les terres de Pontchâteau à Ancenis et 9 degrés à Pornic et 10 à Saint-Nazaire. Cet après-midi, de faibles averses persisteront notamment dans l'est du département. Il fera par exemple 11 degrés à Redon et Saint-Philbert de Grandlieu et 10 à Nantes et à Blain. Ce soir, le parapluie sera peut-être encore nécessaire si vous sortez. Les températures oscilleront entre 8 degrés à Thoiré et 9 degrés à Guémené-Penfaux ou Saint-Père-en-Retz. Enfin, pour vos activités en bord de mer, la marée sera basse à 12h57 et haute à 17h11 avec un coefficient de 57. Tout de suite, retrouvez Tiffaine. Hiver comme été, Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Et il est 7h31, nous poursuivons notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire, toujours en compagnie du père Jérôme Chéreau. Place maintenant au témoignage de celles et ceux qui font vivre cette paroisse. Rencontres de quartier, accompagnement des catéchumènes, engagement écologique avec Église verte et catéchèse. 4 visages, 4 façons de vivre la foi ici. Et nous commençons avec Stéphane Jagot. Bonjour Stéphane. Bonjour Tiffaine. Stéphane, vous êtes membre de l'équipe d'animation paroissiale, donc je disais l'EAP, depuis 4 ans. Mais votre histoire avec cette paroisse, elle est bien plus ancienne, n'est-ce pas ? Oui, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Tout à fait. Moi, je suis arrivé sur la paroisse en 2002. C'est vrai que j'ai été quelques années sans m'impliquer sur la paroisse, mais voilà, il y a Édouard Aublot, le père Édouard Aublot, qui m'a en 2010 invité à participer au JMJ avec qui était à Madrid, donc avec ce qu'il était responsable du groupe du diocèse. Donc on a emmené 800 jeunes à Madrid. Et puis après, voilà, vu que la paroisse a commencé à me connaître, j'ai été invité à accompagner des équipes de catéchuménat pendant c'est Patrick Douès qui m'avait invité. Et puis après, voilà, on m'a invité à rentrer dans le AP. Et puis après, on m'a invité également à rentrer dans les équipes de quartier. Donc, je suis rentré progressivement dans la paroisse, qui est une belle paroisse, comme Jérôme l'a présenté. Eh bien oui, aujourd'hui, vous êtes notamment référent de quartier pour les rencontres de quartier. Alors, quel était l'objectif de départ quand ces rencontres de quartier ont été mises en place ? Voilà. Alors, les équipes de quartier ont été mises en place par Gilles Lalibert, il y a une dizaine d'années, l'ancien curé. Donc, au départ, c'était lié en même temps à des équipes de préparation des liturgies, voilà, de telle façon à créer du lien dans les quartiers. Et l'objectif au départ était que dans chaque quartier, on a quelque part un chrétien, un paroissien qui puisse être référent pour des personnes qui soient un peu extérieures à l'église. Et voilà, un peu un visage de l'église en local. Voilà, ça s'est perdu un peu, c'est un peu moins vrai, mais c'était l'objectif au départ, que chaque paroissien, s'il avait une question à poser, puisse la poser et s'orienter vers ce référent-là. J'ai cru comprendre que l'organisation, elle a pas mal évolué. Au départ, c'était vraiment par quartier géographique, et aujourd'hui, ça fonctionne un peu différemment. Alors ça va dépendre de chaque équipe. Certaines équipes sont restées par quartier, restent vraiment parce qu'ils se connaissent. Et puis d'autres aujourd'hui, comme la mienne, ou que j'anime avec Odile, aujourd'hui on est plus... nous on se rencontre un samedi matin de telle façon à permettre aux gens de venir, parce qu'il y a des gens qui souhaitent plus se déplacer en soirée. Donc voilà, on le fait en samedi matin, et c'est vrai que du fait qu'on est sur un horaire, les gens vont plus choisir leur rencontre de quartier en fonction de l'horaire, plus qu'en fonction du lieu, même si d'autres équipes de quartier vont toujours fonctionner avec leurs voisins, et puis vont quelque part en zone plus de quartier. Mais chacun s'est un peu adapté, et puis les rencontres de quartier, les personnes se le sont appropriées. Ouais. Et alors concrètement, comment ça se déroule ces rencontres ? Qu'est-ce qui se passe ? Combien êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites pendant ces temps d'échange ?
Donc ces temps d'échange, alors Jérôme a parlé des mouvements, donc c'est vrai qu'on est très proche des temps d'équipe qu'on peut vivre en mouvement. Donc c'est par contre en termes de fréquence, on n'est que 2 fois par an. Il y a une rencontre durant la période de l'Avent et une autre pendant la période de Carême. C'est une centaine de personnes qui sont concernées par ces équipes de quartier sur la paroisse, donc ça fait quand même, c'est représentatif. C'est des équipes entre 6 et 15 personnes. Certaines équipes vont être peut-être toujours les mêmes. Moi je sais que pour mon équipe, j'ai une liste de 20 personnes. J'envoie et j'ai la surprise de dire on est 8 quelquefois, et puis d'autres fois on est 15 personnes. Oui, il n'y a pas d'obligation de venir à chaque fois, c'est vraiment très libre. Voilà, il y a des personnes qui vont inviter, comme on a préparé, je l'évoquais, mais on a Bernard et Odile qui accueillent des étrangers chez eux, et puis quand ils en ont un, il vient à la rencontre de quartier, donc on peut se retrouver avec un musulman, quelqu'un d'origine qui est réfugié en France, à partager avec nous sur un thème plutôt d'église catholique. Et justement, quels sont les thèmes que vous avez abordés lors de ces rencontres ? Alors les thèmes, on va dire, ils sont liés à l'actualité, mais ça peut être l'actualité du monde, ça peut être l'actualité de l'Église. On a pas mal, quand il y a eu les encycliques sur Laudato Si ou du pape François, elles ont été prises. Aussi l'actualité locale que l'on peut avoir avec le synode quand le diocèse nous avait demandé de réfléchir, ça a été aussi un des thèmes. Ou au plus local, si on regarde le dernier thème qu'on a pris, qui était la paroisse à l'écoute des proches, donc c'était vraiment là un thème plus local, se dire comment est-ce qu'on est missionnaire au niveau dans nos quartiers, des personnes qui sont proches, qui quelquefois quittent l'église, comment est-ce qu'on ne perd pas contact avec eux. Et ces réflexions-là, après, le Père Jérôme, il s'en sert, ou est-ce qu'il y a en fait un compte-rendu qui est fait pour que justement ça puisse faire évoluer la paroisse ? Alors avec Jérôme, ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore remis en place cette année. On a prévu une rencontre bilan. Le Père Gilles Lalibert, lui, l'utilisait pour ses homélies. Il était très intéressé pour avoir ces petits exemples. Et généralement, c'est vrai que c'était pour lui, il nous relançait pour dire faites-moi un compte rendu, parce que pour lui c'était des exemples concrets, une source d'inspiration pour écrire ses homélies. Alors, quelle est la manière de faire pendant ces échanges pour justement permettre la parole ? Voilà. Alors on est très très proche de ce qui peut se passer dans des mouvements d'action catholique ouvrière, ou moi qui fais du Éclairia MCC à côté, donc des temps d'écoute. MCC ? Ouais, MCC, Mouvement chrétien des cadres. Oui, pardon, bien sûr. Et c'est vrai que moi je retrouve un peu cette démarche que l'on a en mouvement, qui est pour moi déjà l'écoute. Du parler de sa propre expérience. C'est pas un débat d'idées, c'est pas un débat d'entre amis, c'est vraiment les gens viennent et on cherche à ce que on va se mettre sous le signe de l'esprit au départ. Voilà, on va généralement commencer par un temps de prière pour rentrer dans ce temps d'échange. Mais le but, c'est vraiment que les gens parlent de leur expérience, parlent échangent sur ce qu'ils vivent et qu'il y a de l'écoute. Et on va toujours finir par un temps de prière simple, mais voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire église et de vivre un moment différent que l'on peut avoir quand on n'est pas en église ou avec des amis. C'est pas un débat d'idées, c'est pas un apéro. Est-ce que ça se rajeunit un petit peu dans le public ? Est-ce que vous avez un peu, les gens changent un peu ? Enfin, il y a une diversité. Alors, vous parliez de migrants, mais... Voilà, alors dans les équipes, c'est vrai que c'est très varié, on ne va pas le cacher, l'église est quand même plutôt... il y a plus de têtes grises dans nos paroisses, dans nos assemblées que de jeunes. Et c'est quelquefois aussi plus compliqué pour les jeunes de venir, les jeunes familles, de se déplacer. Par contre, on arrive toujours, nous, à la dernière rencontre, on a eu... Bernard avait rencontré une jeune de la paroisse qui était également dans l'église verte, Sarah, qui est venue, qui a une trentaine d'années, donc... J'en discutais avec Odile hier, qui me disait aussi qu'ils avaient dans leur équipe quelqu'un d'une quarantaine d'années. Donc on a toujours des personnes... c'est ouvert à tout le monde. Même si c'est vrai que c'est plus des retraités qui sont présents. On a aussi, moi dans notre équipe, je pense qu'on est moitié actif et moitié retraité. Donc ça touche tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage sur les rencontres de quartier qui tissent manifestement des liens de proximité et de fraternité au sein de la paroisse. On va maintenant découvrir l'accompagnement des catéchumènes avec Brigitte Carcin. C'est le tour des clochers. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte, vous accompagnez des équipes de catéchumènes depuis presque 3 ans maintenant. Vous avez été laïque en mission, LEM, pendant 14 ans. Racontez-nous comment vous êtes arrivée justement de passer d'être LEM à maintenant accompagnante de catéchumènes. Alors déjà dans mon expérience de LEM, j'avais touché de près le catéchuménat. J'avais eu l'occasion d'accompagner des jeunes femmes surtout, vers la confirmation.
Et puis, dans un deuxième temps, lorsque j'ai fait ma deuxième mission auprès des jeunes, là, j'ai accompagné des catéchumènes adolescents. Et voilà, quand ma mission s'est arrêtée, eh bien, la paroisse ne m'a pas oubliée et m'a demandé de poursuivre. Donc, d'une part dans la formation et d'autre part dans le catéchuménat. Et c'est comme ça qu'en 2023, j'ai commencé à accompagner des catéchumènes adultes sur la paroisse. J'ai relevé le fait que vous avez dit que vous accompagnez surtout des femmes. On va revenir sur les profils. Avant ça, vous êtes également, je voudrais préciser, secrétaire du service de catéchuménat, catéchèse et mission Saint-Clair au diocèse. C'est un engagement qui dépasse donc le cadre de votre seule paroisse. Oui, alors ce poste de secrétariat, il m'a été proposé, mais vraiment totalement dans un autre cadre. Ouais. Et il se trouve qu'effectivement, ça correspondait bien à ce que j'avais déjà vécu. J'avais cette expérience sur le terrain. Et donc, ça m'aide dans cette tâche de secrétariat, même si vous séparez. Voilà maintenant. Oui, d'une part, je sépare, et d'autre part, c'est surtout l'aspect administratif dont je m'occupe dans cette fonction-là. Les chiffres montrent qu'il y a de plus en plus de catéchumènes, d'adultes qui demandent le baptême. Est-ce que vous constatez cette évolution ? Sur la paroisse, oui. Moi, je me souviens qu'il y a toujours eu des demandes de baptême d'adultes, mais elles étaient très isolées et c'était pas forcément tous les ans. Par contre, à cette époque-là, il y avait davantage de demandes de confirmation de la part d'adultes, mais c'était des adultes, c'était déjà des chrétiens, parfois même engagés, et qui, dans leur parcours, avaient échappé à la confirmation. Donc, d'une certaine manière, ils voulaient un peu régulariser cette situation. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, ces personnes-là, elles ont, je ne dis pas disparu, mais il y en a de moins en moins. Par contre, on a des demandes vraiment de baptême ou alors de confirmation et d'eucharistie de la part de personnes qui ont été baptisées enfants, mais qui n'ont jamais eu de parcours ni de catéchèse, ni de lien avec l'Église, plus que ça. Et donc, ces personnes-là... C'est un retour. Voilà. Et ces personnes-là vont suivre un parcours catéchuménal comme les catéchumènes. Est-ce que vous diriez que c'est un peu un balancier, c'est-à-dire qu'il y a plus de catéchumènes aussi parce qu'il y a moins de baptêmes d'enfants aujourd'hui ? Ou est-ce que je me trompe complètement ? Non, certainement. Il y a certainement cet effet de balancier, effectivement. Mais aussi... Alors, il y a cet effet de balancier, et puis il y a aussi peut-être un désir chez beaucoup d'adultes aujourd'hui de retrouver un sens à la vie, à leur vie, au monde, et ils sont en recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas et qu'ils souhaitent avoir. Oui. Et oui, justement, quels sont les profils des personnes que vous accompagnez ? D'où est-ce qu'elles viennent ? Je ne sais pas si on peut faire un profil type. Parce que moi je trouve les personnes que j'accompagne là, très diverses dans leur chemin. Alors on l'a dit, il y a peut-être plus de femmes. Après, ce qui les a amenées à frapper à la porte de l'église varie quand même pas mal. Souvent quand même, je remarque que ce sont des personnes qui ne prennent pas cette décision à la légère. Ça fait quelquefois longtemps qu'elles y pensent, quelquefois plusieurs années qu'elles réfléchissent à ça. Et puis à un moment donné, elles se sentent prêtes ou alors elles osent enfin frapper à la porte de l'église. Il y a toujours chez ces personnes-là une petite appréhension, je crois. Ouais. Elles ont beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes, et en même temps, bien sûr, elles ne savent pas trop à quelle sauce elles vont être mangées, comment elles vont être accueillies. Et c'est vraiment, pour moi, un défi de soigner cet accueil, justement. Qu'elles se sentent à leur place. Exactement, qu'elles se sentent à leur place et qu'elles trouvent des réponses à leurs questions et l'écoute dont elles ont besoin. C'est comme un regain, finalement, un regain de foi ou une recherche de sens dans la vie. C'est ce que vous dites pour ces personnes. Oui. Et votre groupe actuel, il compte 7 à 8 personnes. Oui. Un groupe hétéroclite, vous le dites. Au niveau des âges et des catégories socio-professionnelles. Oui, tout à fait. Elles ont les plus jeunes ont 20 ans peut-être, et ça va jusqu'à 48 ans, je crois. Et vous leur proposez quel parcours ? On suit un parcours qui s'appelle Où demeures-tu ? Où demeures-tu ?
Et c'est plusieurs rencontres dans l'année. Il y a 2 ans pour préparer le baptême adulte, si je à peu près 2 ans, oui. On se retrouve une fois par mois, 2 heures. Là, c'est le samedi matin. Et puis, il leur est proposé aussi des assemblées diocésaines, donc deux assemblées diocésaines dans leur parcours, où là, tous les catéchumènes du diocèse se retrouvent et vivent une journée ensemble sur un thème particulier. Et ce parcours est aussi jalonné d'étapes bien définies qui font partie du rituel. Donc la première étape étant l'entrée en catéchuménat. Et l'une des dernières étapes, celle que l'on prépare pour les baptisés de 2026, c'est l'appel décisif. Et ils sont baptisés, ces catéchumènes, à la veillée pascale. Quand vous voyez, vous, ces adultes, recevoir le baptême, quelle est leur joie et au-delà de la préparation, quel est le défi aussi de passer le relais pour qu'ils trouvent leur place dans la communauté? Alors ça, c'est le vrai défi, c'est l'après-baptême. Alors la joie, elle est évidente et elle est très communicative. Du coup, c'est non seulement leur joie, mais c'est la joie de toute la communauté, de leurs accompagnateurs, mais aussi des prêtres. Enfin, voilà, c'est vraiment une joie pour tous les chrétiens. Le vrai défi, c'est ce qui se passe après. Pour nous, accompagnateurs, c'est de trouver les relais dont on a besoin. On peut pas. On les a accompagnés, on a cheminé avec eux pendant presque 2 ans, mais ensuite, il faut absolument qu'on trouve des relais. Et ça, c'est pas toujours facile. Leur faire des propositions. D'abord, il faut que eux-mêmes le veuillent, qu'ils aient envie de trouver leur place. Oui. Et ensuite qu'on le leur permette et qu'on fasse tout pour que ils se sentent chez eux. Oui, voilà. Merci Brigitte pour ce beau témoignage sur l'accompagnement de ces adultes qui cheminent vers le baptême. Nous allons maintenant aborder un autre aspect de la vie paroissiale avec Vincent Poitvin et l'engagement écologique à travers Église Verte. C'est le tour des clochers. Bonjour Vincent. Bonjour Tiffaine. Vous êtes membre et fondateur d'Église Verte sur la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire. Ce qui vous touche particulièrement, vous me disiez en préparant cette émission, c'est la dimension œcuménique de ce label. Expliquez-nous. En effet, ce label a été créé par les églises catholiques, protestantes et orthodoxes. Et aujourd'hui, comme depuis le début, la présidence est assurée par les 3 confessions. Donc en effet, c'est une association ou un label qui est commun aux 3 églises chrétiennes et c'est quelque chose aussi qui m'a attiré dès la fondation. Pourquoi ça vous attire justement ? Parce que je pense qu'on a des choses en commun et on a intérêt à échanger et à parler ensemble. Donc je trouvais que c'était une bonne initiative. Alors au sein de votre paroisse, quand est-ce qu'Église Verte s'est mis en place ici ? Donc l'encyclique Laudato Si, qui était quand même un texte très intéressant et très remarqué au-delà de la sphère chrétienne, même qui a été remarqué par la population civile. Par nous tous. Voilà. Et donc j'ai vu cet appel-là, ou j'ai entendu cet appel-là, et quand je l'ai proposé en 2018, notre curé Gilles Dalibert m'a fortement encouragé. Donc le groupe est né en 2018. Ok, donc 2018 et vous êtes aujourd'hui 4 ou 5 dans l'équipe. Pourquoi ce nombre relativement restreint ? Qu'est-ce que ça demande un fort engagement ? Non, je ne pense pas. Nos réunions sont espacées et faites pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Par contre, peut-être que le mot écologie fait encore peur au sein de l'Église catholique. Et donc, nous avons tout ce travail de sensibilisation vis-à-vis de l'ensemble des mouvements et services de la paroisse. Et donc, c'est notre travail au quotidien et tout au long de l'année pour sensibiliser à l'écologie intégrale. Et donc, ce texte associe la clameur de la terre à la clameur des pauvres. Et c'est un texte novateur et intéressant qui faisait la synthèse justement entre la terre qui s'épuise et qui souffre de toute l'exploitation que l'on fait, et puis en même temps l'exploitation parfois des populations, les migrations climatiques, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que les catholiques de votre paroisse s'emparent de plus en plus de ce sujet de l'écologie ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, ou au contraire, est-ce qu'avec malheureusement toutes les crises qu'on traverse, un peu un recul de cette... Pas forcément la prise de conscience, mais en tout cas de cette envie de s'engager pour ce sujet-là? Non, je dirais que nous sommes de plus en plus connus et reconnus dans la paroisse. Nous avons une tribune dans le bulletin paroissial régulier, donc nous sommes de plus en plus connus. Donc en effet,
certaines personnes des mouvements et services nous accompagnent, nous suivent. Mais en effet, ce travail-là de sensibilisation est loin d'être terminé. Ouais. Et donc, il y a encore du travail à l'ouvrage. Pourtant, le pape François s'y est mis, a mis son cœur à l'ouvrage. Quelle est votre mission principale ? Quel projet, quelles actions vous mettez en place concrètement ? Donc nous avons démarré par la sensibilisation, c'est comme ça que le groupe est né et s'est fondé. Ce travail de sensibilisation vis-à-vis de tous les paroissiens, de tous les mouvements et services existe encore bien sûr. Donc parmi les actions, nous avions fait une journée sur Hildegard von Bingen, une des rares femmes docteurs de l'Église, et donc qui était très complète, on va dire, puisqu'elle était à la fois musicienne, pharmacienne, elle faisait beaucoup de choses. Et donc, nous avons fait une journée autour de son œuvre, de sa musique, de ses recettes, etc., etc. Nous avons aussi organisé une fresque du climat avec une protestante qui habite sur le territoire de la paroisse. Donc, on rejoint le l'œcuménisme, nous en avons parlé tout à l'heure. Et puis, nous avons encore d'autres projets pour cette année, peut-être un ciné-débat ou peut-être d'autres choses comme ça qui sont en train d'être en réflexion au sein de notre groupe. Et vous ouvrez également au-delà de la communauté paroissiale. Le but, c'est peut-être aussi d'avoir des liens avec l'extérieur ? Oui, en effet, ça c'est quelque chose d'intéressant, justement, comme l'encyclique a été plutôt bien perçue par la société civile. Nous cherchons aussi à travailler avec d'autres associations. Et par exemple, pour le World Clean Day, donc la journée mondiale... World Clean Up Day. C'est mieux dans le bon ordre, merci. Et donc nous travaillons aussi avec d'autres associations écologiques de Saint-Luce ou de Thoiret pour justement nettoyer la nature qui nous entoure. Pour terminer, vous faites également partie du Conseil pour les affaires économiques paroissiales, le CAEP. Comme ça qu'on dit. Ou CAEP, comme on veut. CAEP, c'est mieux. Il y a un lien entre cette responsabilité et votre engagement à Église Verte, notamment dans la gestion des achats. Expliquez-nous. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir cette double casquette et en effet, au sein du CAEP, nous réfléchissons à des achats plus responsables. Nous avons par exemple recherché des votives qui étaient biodégradables, que l'on puisse... oui, parce qu'aujourd'hui, elles sont en plastique. Voilà, donc maintenant, elles sont en amidon de maïs, ou elles existent en amidon de maïs. Donc nous avons changé il y a 2 ans maintenant de référence pour qu'on puisse les mettre dans la poubelle jaune. Nous avions aussi avant l'obligation supprimer tous les contenants en plastique et nous avons acheté 400 verres en verre pour toutes les cérémonies et les verres de l'amitié organisés au sein de la paroisse. Donc voilà, il y a aussi un rôle très quotidien sur les éco-gestes qui peut être fait tout au long de l'année dans la paroisse, dans les locaux paroissiaux, mais aussi au sein des mouvements et services. Nous engageons fortement le covoiturage et nous essayons de le mettre en place à chaque réunion. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour ce témoignage sur cet engagement écologique concret au service de la sauvegarde de la création. Et nous terminons ces témoignages avec la catéchèse. Maude Bouillet, catéchiste à Thoiret, est accompagnée d'une jeune fille. C'est le tour des clochers. Bonjour Maude. Bonjour. Et bonjour Inès, bonjour. C'est ça ? C'est bien ça ? C'est ça, je ne me trompe pas. Enchantée. Merci de venir ce matin. Merci de venir témoigner et puis de se lever tôt. Bon, je pense que tu vas bientôt aller à l'école après, Inès ? Oui. Tu as quel âge, Inès ? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu es en CM1 ? CM2. CM2. Ah oui, CM2. Je vais te poser quelques questions, Inès, pardon. Maude, vous êtes catéchiste et responsable pour les écoles publiques à Thoiret. Comment elle s'organise la catéchèse sur la paroisse ? Alors, la catéchèse, elle s'organise avec différents catéchistes en fonction des groupes de niveau, d'âge. Donc, moi, je m'occupe des CE2 jusqu'au CM2. Donc, le groupe s'étoffe de plus en plus au sein de l'année. En fait, on a des inscriptions au fur et à mesure. On en a encore eu en décembre. Donc là, j'ai un groupe de 13, donc c'est bien. Mal, oui. Et c'est-à-dire qu'il y a évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui connaissent pas le système, il y a la catéchèse au sein des écoles privées. Et vous, par contre, vous gérez au sein de la paroisse, c'est-à-dire pour les écoles publiques. C'est ça, oui. Dans les établissements publics, en fait, il n'y a pas de possibilité de faire la catéchèse à l'intérieur. Alors que dans les établissements privés, il y a 1 heure qui est allouée. Allouée. Ils se retrouvent quand même pour les sacrements, les écoles publiques et privées, les jeunes de chaque... Oui, bien évidemment. Oui. On se retrouve sur des grands groupes également pour des fêtes communes comme Noël, Pâques. Donc on a des grands groupes qui se passent surtout soit dans la salle ici Saint-Mathieu ou alors à Sainte-Luce. Vous avez de plus en plus de jeunes, vous disiez, parce qu'il y a des nouvelles familles qui s'installent peut-être ?
Oui, sans doute. Et puis aussi parce qu'il y a des enfants en fait qui ont l'envie de connaître Dieu et donc qui amènent en fait leurs parents à découvrir également la religion, parce que j'ai 2-3 enfants dans le groupe où l'envie de connaître davantage Dieu se fait, alors que les parents sont pas du tout religieux. Ouais. Toi, Inès, qui participe au KT, qu'est-ce que tu préfères dans ces rencontres du mercredi ? Moi, je préfère le moment où on apprend la vie de Dieu et de Jésus et qu'on se réunisse tous. T'aimes bien connaître la vie de Jésus ? Oui. Voir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ça t'intéresse ? Oui. Ouais. C'est un groupe de 13 enfants, hein, vous disiez du CE2 au CM2. Vous mélangez du coup les âges. C'est une richesse, cette diversité, Maud ? Oui, parce qu'en fait, les plus petits, les plus grands sont tuteurs des plus petits. Donc ils apprécient venir les aider. Et puis je vois le groupe, c'est majoritairement des CE2. Ils questionnent en fait les plus grands qui aiment bien répondre en fait. Donc on voit les yeux qui pétillent dans les enfants et c'est vrai qu'ils apprécient être tuteurs les plus grands. Et du coup, il n'y a peut-être pas la question de se dire zut, j'ose pas poser la question, je vais avoir l'air bête, parce que de toute façon, il y a des plus petits qui se posent peut-être la question. C'est comment de faire le KT, justement, Inès, avec des plus grands et des plus petits que toi ? Toi, t'es la plus grande, en fait. Mais non, pas avec des plus grands, ou peut-être quelques mois de plus, quoi. Il y en a qui ont le même âge que moi, et en fait, tu leur apprends des choses, et eux, ils nous apprennent aussi des choses. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas descendant. Il n'y a pas quelqu'un qui vient donner une leçon, c'est vous partagez, quoi. Oui. Oui, puis ils ont même des fois des questions qui, moi, je ne sais pas y répondre, donc je vais me questionner également, donc c'est assez enrichissant. Ouais. C'est un partage. Qu'est-ce qui vous anime, Maud, dans cette mission de catéchisme ? Qu'est-ce qui vous porte ? Je pense que c'est le lien avec les enfants, en fait. Je suis moi-même professeure des écoles. Donc, oui, c'est pour ça que vous disiez élève tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est d'une richesse, hein, les enfants. On apprend d'eux comme eux, ils nous portent en fait également. Donc, comme vous disiez, c'est un partage. Ouais, ça fait pas trop avec à la fois l'école et la catéchèse. Enfin, c'est peut-être deux choses différentes. Alors, c'est vrai que le mercredi, c'est une mercredi avec des activités. J'ai 3 enfants, donc forcément que c'est un peu la course. Hein, je cache pas. Mais quand j'y suis, je ressors gagnante en fait. Donc c'est ça qui me pousse à poursuivre. Est-ce que les enfants de votre groupe vont à la messe ? Oui, ils vont particulièrement à la messe des familles, qui est le 2e dimanche de chaque mois. Et ils participent, quand on prépare la messe des familles, c'est les enfants, on va dire, qui participent oui, c'est un peu le défi, à la lecture. Oui, c'est le défi de les faire venir. Et finalement, les messes en famille où ils ont un rôle leur permet d'avoir envie de venir. Quoi. C'est ça, c'est plus gratifiant pour eux, on va dire, ils participent. Ça a mis du sens en fait. Ouais. Et toi, est-ce que tu vas à la messe, Inès ? Oui, j'y vais à Noël. Je suis allée pour la première fois sur la messe de Noël. Et sinon, j'y vais tous les samedis de la messe des familles. D'accord. C'est le samedi soir, la messe des familles ? Alors, samedi soir à Thoiré et le dimanche matin à Sainte-Luce. D'accord. Et est-ce que tu apprécies la messe ? Oui, j'adore la messe. Tu chantes ? Tu pries ? Non. Non ? Non. Par contre, à un moment donné, on apporte les bougies et on va les mettre sur l'autel. Ouais, ça, c'est un bon moment. Hein. Oui. Quand tu as un rôle c'est ça. Et que tu vas apporter quelque chose, ça, c'est important. Et qu'est-ce que tu as le sentiment que la catéchèse t'apporte ? Ça m'apporte de la joie et puis à chaque fois que j'y ressorte, je suis joyeuse. Ah, c'est hyper beau ça. Ils passent vraiment un temps de partage, ils se connaissent. Ça, c'est un groupe qui se suit depuis un petit moment en fait, depuis le CE1 voire le CE2. Et ils se connaissent tous, donc c'est vraiment un moment de partage, de joie. Ils sont là hyper contents de se retrouver le mercredi. Ça leur coûte pas, je ne pense pas que ça leur coûte. Hein. Et c'est parfois les enfants qui emmènent leurs parents à la messe ? Oui, souvent. Moi, quand je leur dis lors de la séance, il y a la messe des familles, n'oubliez pas, qui pense être là ? Donc ils me disent moi. Et puis je reparle aux parents quand je les raccompagne. Et du coup, les parents s'investissent davantage, oui. Merci beaucoup Maud, on aura envie de poser encore plein de questions. Merci Inès, à vous. Merci à vous tous pour ces beaux témoignages qui nous ont fait découvrir la richesse et la diversité de la vie paroissiale à Saint-Mathieu-sur-Loire. Après une page de publicité et les titres de l'actualité, nous poursuivrons notre tour des clochers en découvrant le territoire de Saint-Mathieu-sur-Loire avec la maire de Thoiré-sur-Loire et nous partirons aussi à la découverte de l'orgue et de l'église. Restez avec nous.
Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez pour cette deuxième heure du Tour des Clochers en direct de Thoiré-sur-Loire à la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire. Et nous sommes toujours en compagnie du père Jérôme Chéreau qui a la gentillesse de nous recevoir et de nous accompagner tout au long de cette matinée. Durant la première heure, nous avons découvert le parcours du père Jérôme et son arrivée récente dans cette paroisse, ainsi qu'une vie paroissiale riche et engagée. Dans quelques instants, nous parlerons patrimoine avec l'orgue remarquable de l'église de Thoiré-sur-Loire. Mais auparavant, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Auger, maire de Thoiré-sur-Loire. Bonjour Madame le maire. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maire depuis 2020, élu local depuis 2008, fonctionnaire territorial et conseillère à Nantes Métropole chargée de la santé. Qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement au service de votre commune ? Alors, ce qui motive un engagement d'élu, c'est être au service des habitants et au service de l'intérêt général, en fait, de voir ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer le cadre de vie et la vie de chacune et chacun. Vous êtes originaire de Thoiré-sur-Loire ? Pas du tout. Ouais. Je suis à Thoiré depuis 2004. D'accord. Et vous avez eu envie de vous engager là où vous habitez. Tout à fait. Plus de 11 000 habitants aujourd'hui, à 7 minutes de Nantes en TER, mais avec 2/3 du territoire en espace naturel. Comment est-ce que vous décririez l'identité de Thoiré et puis ce qui fait aussi son attractivité ? Alors l'attractivité, je pense que vous l'avez résumé, c'est son cadre de vie, les 2/3 en espace naturel et agricole, la proximité de Nantes. Le TER, c'est 7 minutes. Et donc, les nouveaux habitants qui arrivent à Thoiré, très souvent, me donnent ces deux raisons qui font que Thoiré les a attirés. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est une ville en deuxième couronne avec des activités associatives nombreuses et donc qui permettent à chacune et à chacun de pratiquer des activités sportives, culturelles, etc. Voilà les principaux facteurs d'attractivité de la ville. Beaucoup d'habitants travaillent à Nantes ? Oui, tout à fait. Beaucoup d'habitants travaillent à Nantes, Nantes ou ses environs. Oui. Mais les habitants aussi utilisent les services de la ville. Comme je le dis, Thoiré, ça n'est pas une cité dortoir. Oui, c'est une ville dynamique. On pourrait craindre ça. Tout à fait. Avec de nombreuses activités et auxquelles les habitants répondent présents, puisque la population augmentant, les associations aussi ont un nombre d'adhérents qui augmente. Ça montre aussi la vitalité du tissu associatif et des besoins des habitants qui arrivent à Thoiré. C'est une ville qui grossit de plus en plus, qui attire les jeunes familles principalement, ou est-ce que... Alors c'est une ville qui a beaucoup évolué, beaucoup grossi, qui a attiré les jeunes familles. Aujourd'hui c'est moins le cas, puisque cette année malheureusement on a dû fermer 2 classes. Et en fait on s'aperçoit que les jeunes couples aujourd'hui, au vu de la crise immobilière et du prix du foncier, n'ont pas les moyens en première accession à la propriété, par exemple, de venir s'installer à Thoiré. Et donc, on a des couples qui sont un peu plus âgés, avec des enfants un peu plus grands, qui arrivent à Thoiré, puisque les jeunes couples, en fait, ils s'éloignent à 30-40 km de Nantes, quoi. Et oui, et l'INSEE a publié mardi le bilan démographique 2025, 645 000 naissances en baisse de presque 24% en 15 ans. Comment est-ce qu'on anticipe justement cette transition démographique quand on est une ville comme ça de proche couronne ? Est-ce qu'il y a un risque de devoir arbitrer finalement entre les investissements pour la petite enfance et ceux pour les aînés ? Alors, pour le coup, à Thoiré, comme on a eu une ville qui s'est énormément développée ces dernières années, on a les structures d'éducation, que ce soit scolaire, centre de loisirs, etc., qui sont dimensionnées pour accueillir les populations nouvelles qui vont arriver avec les projets qui sont en cours. Et du coup, avec la baisse de la natalité, la baisse démographique et la crise immobilière, en fait, tout ça s'équilibre aujourd'hui assez bien dans un horizon à 10-15 ans sur Thoiré.
D'accord. Et vous parliez dans Ouest France d'un mandat de bâtisseur que vous avez. C'est comme ça que vous définissiez votre mandat. Quels sont les principaux défis de votre commune? Est-ce que justement c'est le logement, les transports, l'environnement? Alors je vais juste mettre un joker pour répondre à cette question, puisque étant aussi candidate aux élections municipales, en fait, nous sommes en période de réserve électorale. Et à cette question, je me permettrai de ne pas répondre, puisque ça risquerait d'engager des propos qui dépassent les propos de la maire aujourd'hui, mais qui seraient plutôt sur des propos de la candidate. D'accord. Alors, changement de sujet. Votre ville vient de terminer en décembre les aménagements d'un plan vélo ambitieux, avec 7,2 km d'aménagements nouveaux, réalisés par Nantes Métropole. Et d'ailleurs, l'inauguration est prévue demain. On a reçu le communiqué de presse. Et puis, il y a aussi les aménagements qui ont été faits sur les ponts. Ces ponts, les ponts de Thoiry, qui sont quand même extrêmement connus. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les Thoiréens ? Alors, le plan vélo, il change déjà beaucoup de choses, puisque ça permet, on a souhaité avec ce plan vélo, dans ces 7 km que vous venez de rappeler, que les équipements municipaux soient desservis en pistes cyclables, et notamment les écoles. Donc, ce que ça va permettre aussi que les enfants puissent aller en toute sécurité à leur école ou au collège. Ça, c'était pour le plan vélo. Et puis, sur les ponts de Thoiry, aujourd'hui, il y a une expérimentation, mais l'objectif est bien, avec le département et la métropole, de faire ce qu'on appelle des encorbellements, comme les ponts de Mauves, puisqu'on les cite souvent, de façon à avoir une passerelle piéton et une passerelle cycliste. Des encornements. Les encorbellements. Encorbellement. En fait, c'est une passerelle piéton et une passerelle cycliste qu'il y a de chaque côté des ponts. Et ça, c'est en cours d'étude avec la métropole et le département. Il a fallu, on n'a pas besoin d'élargir les ponts, on arrive à faire tout ça en fait, oui, c'est un dispositif technique sans élargir physiquement le pont. En fait, c'est des crochets et on passe des passerelles à côté. Je vous en dirai pas plus parce que techniquement à découvrir. Voilà. C'est à découvrir. Alors Thoiry, on l'a dit, fait partie de Nantes Métropole. Comment est-ce que vous vivez ce lien avec la métropole? Est-ce que c'est plutôt un atout qui permet finalement d'obtenir des moyens ou des services, ou est-ce que c'est parfois une contrainte pour une commune de 11 000 habitants? Alors très clairement, c'est un atout. Si la métropole n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait en matière d'assainissement, en matière de transport collectif, en matière d'entretien des voies, en matière d'éclairage public? La ville de Thoiry n'aurait jamais les moyens d'entretenir ce patrimoine-là à elle toute seule. Donc le fait d'appartenir à une intercommunalité, non, c'est bénéfique évidemment pour la commune, ça sans aucun doute. Oui, mais je dis ça parce que certaines communes refusent. Je pensais à Haute-Goulaine, qui refuse de faire partie de Nantes Métropole pour éviter d'avoir justement des défauts, enfin en tout cas d'avoir un lien trop important avec Nantes Métropole, donc il y a un problème de bus, etc. Mais garder cette autonomie et garder cet espace plus vert finalement, moins de construction. Alors vous ne voyez pas du tout comme ça? Non, pas du tout, parce que quand on est à l'extérieur de la métropole, le moins de construction, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, les jeunes couples, ils vont plus loin, et donc l'étalement urbain, il se produit ailleurs, et donc les communes plus éloignées ont d'autres problématiques d'étalement urbain. Et puis la métropole, c'est aussi des services publics. C'est aussi des services publics qui sont développés avec une qualité, une fréquence. Je pense notamment au transport collectif, au C7 qui arrive là. Donc non, c'est pour les habitants, ça n'est que des atouts. Ouais, tout à fait. Et nous sommes accueillis ce matin par le père Jérôme Chéreau, je le disais, curé de la paroisse Saint-Matthieu-sur-Loire. Comment elle se passe, la collaboration entre la mairie de Thoiry et la paroisse? Je vous laisse répondre tous les deux. Est-ce qu'il y a des projets communs, notamment autour du patrimoine? Alors déjà, la commune du coup est propriétaire de l'église et du petit patrimoine aussi qui est disséminé sur la commune, et donc entretient le patrimoine religieux du coup, y compris l'orgue. Et oui, dont on va parler juste après. Dont vous allez parler plus tard. Après, moi j'ai souhaité dès 2020 en fait autoriser la paroisse à participer au village des associations, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, par exemple, on a un nouveau panneau d'information dynamique qui est sur le rond-point de la République, face à l'église. Et j'ai souhaité m'entretenir avec votre prédécesseur pour savoir, parce qu'au départ, c'était pas intuitif le positionnement du panneau. Et potentiellement, on l'aurait mis plutôt du côté de l'église. Et du coup, j'ai souhaité échanger avec votre prédécesseur pour savoir quelles seraient, lui, ses préconisations. Et donc, on a fait ça en totale concertation. On a aussi, la commune a aussi accompagné, par exemple, une manifestation paroissiale où la paroisse avait accueilli Jean-Loup Chrétien.
Voilà. Et puis après, en fait, il y a des événements de la ville qui sont programmés dans l'église, que ce soit la fête de la musique, le marché de Noël avec des concerts. Voilà. Vous ouvrez l'église pendant les marchés de Noël ? L'église est ouverte tout le temps. Ouais. En fait. Enfin, ou est-ce que vous faites quelque chose de particulier après, nous, pas forcément. Non. Mais il y a déjà la visite de la crèche pendant le temps de Noël. Ouais. Et puis donc il y a un certain nombre de concerts qui sont proposés, donc il y a ça. Et puis il y a aussi les fêtes patriotiques, le 11 novembre et le 8 mai. Les commémorations. Aussi, il y a voilà, pour l'instant Vous vous étiez déjà rencontrés ? Une célébration religieuse et une célébration civile après, voilà, pour que chacun s'y retrouve. Donc vous étiez déjà rencontrés, vous avez déjà pu échanger un petit peu lors de des commémorations. Ouais, c'est ça. Et donc c'est important. Vous voyez un point commun, j'aime bien souvent poser cette question entre vos deux, entre guillemets, vocations, c'est-à-dire un curé au service de ses ouailles, entre guillemets, ou même pas, enfin voilà, et puis un maire qui est là pour justement aussi au service des habitants. C'est quelque chose qui vous traverse l'esprit, Père Jérôme ? En fait, je dirais le point commun, c'est pas de travailler justement tout seul, c'est d'être en équipe, que ce soit nous avec le AP et des différents services de la paroisse, ou la mairie avec tous les adjoints. Enfin, ce sont pas des rôles fixes. Et puis tout seul, des rôles individuels. C'est au contraire on a besoin des autres. Des rôles d'animation d'équipe et donc je pense que moi je verrai ce point commun. Oui, et puis moi j'en verrai un autre aussi, c'est que on est tous les deux au service de l'intérêt général, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment aimer les gens pour faire ce qu'on fait. Eh ben, merci beaucoup, Madame Auger. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la maire de Thoiry-sur-Loire. On vous souhaite une belle continuation dans vos projets pour Thoiry-sur-Loire. Merci. Et tout de suite, on va accueillir deux personnes, deux historiens. C'est le tour des clochers. Et justement, voilà, Thoiry-sur-Loire possède un patrimoine remarquable. Son église actuelle, mais aussi une histoire fascinante puisqu'il y avait autrefois une ancienne église Saint-Vincent attenante au château. Et l'église actuelle abrite un orgue exceptionnel qui lui a aussi toute une histoire. Et pour nous parler de ce patrimoine, nous accueillons Jean-Noël Roule et Guy Herman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. N'hésitez pas à vous rappeler, mais avec plaisir. Alors, avant de parler de l'orgue, commençons par l'histoire de l'église de Thoiry. Il y avait une église avant celle qu'on connaît aujourd'hui, l'église Saint-Vincent, qui était collée au château, n'est-ce pas, Jean-Noël Roule ? Absolument. Et pourquoi est-ce qu'on a construit l'église actuelle et quand ? Alors, peut-être rappeler au départ brièvement que les premières traces de christianisation à Thoiry remontent au VIe siècle, avec la présence d'une chapelle, un édifice religieux qui était situé à Auray, sur les coteaux dominant la Loire. Progressivement, les pouvoirs civils et religieux se sont concentrés autour du château et du port, ou de l'ancien port, c'est-à-dire à proximité de la Loire. Et donc a été édifié vers le XVe siècle, même peut-être un petit peu avant, donc une église qui était constituée d'une simple nef et qui était en capacité d'accueillir environ 260 fidèles. Et ce système a perduré pendant plusieurs siècles, jusqu'au lendemain de la Révolution, époque au cours de laquelle la population thoiryenne a sensiblement augmenté, puisque initialement la population thoiryenne se situe entre 500 et 700 habitants. Oui, ce qui n'est pas énorme. Donc c'était pas énorme. Ouais, par rapport à aujourd'hui. Absolument. Je rappelle vous avez 11 000 habitants. Exactement. Donc au début du 19e siècle, la population commence à croître, à se rapprocher du millier d'habitants. Donc la capacité de l'église existante était insuffisante. Oui. Bon, s'y ajoutait aussi des problèmes de vétusté. Et donc, des débats, des échanges ont eu lieu au sein de la commune pour envisager un projet alternatif, soit par agrandissement de l'église près du château, ou soit par un transfert vers un nouveau lieu. Donc, ce débat a animé la vie communale pendant une vingtaine d'années. Et finalement, donc, un arbitrage a été rendu en faveur de l'emplacement actuel de l'église. Une nouvelle église, oui. Alors, grâce au don qui a été effectué par une famille du terrain. Un mécène. Un mécène, voilà, et une famille de Montil, pour ne pas
pour ne pas la citer. Ouais, ne pas la citer, et avec d'autres arguments, c'est-à-dire la présence déjà de la gare, du chemin de fer, la probabilité, le projet de création de ponts, puisqu'on l'évoquait il y a quelques instants, et donc tout ceci a contribué à fixer l'église actuelle sur son emplacement que nous connaissons. Alors, cette église a été construite entre 1861 et 1863. Voilà, inaugurée en 1863. Absolument. Donc, c'est une église relativement simple, en forme de croix latine, de style néo-gothique. Il n'y a pas de choses extrêmement particulières à mentionner sur le plan architectural. Elle comporte, néanmoins, un certain nombre d'éléments quand même importants. Oui, d'éléments. Il y a le clocher, notamment. Alors, il y a le clocher. Le clocher avec quand on dit clocher, il y a des cloches. Il faut rappeler que les cloches, c'était le moyen de communication utilisé pendant des siècles et des siècles. Quand on voulait faire des annonces, eh bien, on faisait sonner les cloches avec des tonalités variables, etc. Donc, et pour donner l'heure aussi, peut-être. Pardon. Pour donner l'heure aussi. Absolument. Et pour appeler les fidèles à la messe. Exactement. C'est encore le Exactement. cas. Donc, rôle très important des cloches. Et donc, ça, c'est le clocher. Une petite anecdote sur le clocher, existe une pendule qui est plus récente, qui a été installée en 1900, très exactement, et qui a fait l'objet d'un don d'un personnage assez connu dans la région, qui s'appelle Monsieur de Dion, donc qui était le pionnier de l'automobile et qui était aussi un homme politique. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez voir l'heure... on va regarder ça en repartant. Je vais aller prendre la photo attention. et je mettrai sur le site internet. Donc, en ce qui concerne l'église... il y a une fresque, hein. Alors, il y a une fresque qui a été réalisée en 1946 et qui commémore le passage de Notre-Dame de Boulogne dans la région, un passage qui a eu lieu au début du mois de juin 1944. Donc, c'était un pèlerinage national qui était organisé pour obtenir la protection de la Vierge de Boulogne et puis obtenir le retour des prisonniers, etc. Donc, on était encore en pleine période de guerre, quoi. Alors cette fresque a la particularité de représenter un certain nombre de Touaréens. Donc, on peut retrouver ses aïeux. On peut retrouver une partie de ses aïeux, le cas échéant. Donc, c'est marrant. on retrouve évidemment les notables, le maire, le curé de l'époque, des anciens prisonniers, des gens qui étaient décédés au cours de la guerre, etc. Donc c'est un ouvrage remarquable qui est dû à Monsieur Lemasson, qui était un artiste assez connu dans la région. C'est une grande fresque ? Ah oui, c'est une fresque qui est à l'intérieur, qui est sur le mur du transept, côté évangile. Et donc, je vous invite à venir la voir. La voir, effectivement. Donc, c'était un petit reportage. On ira. Voilà, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, justement, dans cette église qui sont marquants, que vous voulez nous... Alors, il y a des vitraux, mais bon, là, je ne vais pas rentrer en détail, là aussi, qui ont été donnés par des familles de notables de Touareg. Des bannières qui méritent aussi, qui sont, je pense, encore sur place et qui peuvent mériter le détour, le chemin de croix, etc. Donc, et un dernier mot sur cette ville de Thoiré-sur-Loire. On a parlé des ponts, on parle de l'église. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut, si demain je veux visiter Thoiré, je veux faire un truc, qu'est-ce que je ne peux pas manquer ? Bon, on a cité différentes reprises les ponts, ils sont incontournables. Touareg est identifié un peu grâce à ces ponts. Donc, des ponts d'ailleurs qui datent de 1882. Quand un constructeur célèbre, c'était pas Gustave Eiffel, mais c'était un de ses prédécesseurs qui s'appelle Monsieur Caille. Et ce Monsieur Caille a son nom sur la Tour Eiffel. C'est-à-dire que Gustave Eiffel a rendu hommage à l'un de ses prédécesseurs et à l'un de ses concurrents en apposant son nom sur la Tour Eiffel. Donc, quand vous irez à Paris, voir la Tour Eiffel, regardez bien, Monsieur Caille, c'est celui qui est à l'origine de la construction des ponts de Touareg. On mourra moins bête. Voilà. Merci. Alors, on va parler maintenant de l'orgue, qui a une histoire tout à fait remarquable. Il a été construit en 1886. Il a beaucoup voyagé. Racontez-nous ce parcours étonnant, Guy. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, cet orgue, effectivement, date de 1886. Il a eu une vie un petit peu mouvementée et c'est un orgue qui a été construit par De Bière. Et
il a bougé un petit peu c'est un orgue qui appartenait aux enfants nantais. Oui, c'est ça, à l'école des enfants nantais. Qui ont dit aujourd'hui l'externat. Voilà, c'est ça. Voilà, externat nantais. C'est ça. Et il a été stocké pendant longtemps, à partir de 1944. Il a été stocké dans la chapelle des Franciscains à Canclos. Mais il ne fonctionnait pas puisque la chapelle des Franciscains a été prêtée au rite orthodoxe, donc qui ne se servent pas d'instruments pour leur liturgie. Oui, tout à fait. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc cet orgue-là, végétait dans la poussière là-bas. Et nous avons créé, j'étais à l'origine de la création d'une association, puisque nous n'avions pas d'orgue ici. On avait un vieil harmonium. Et avec une bande d'amis, nous étions 5, on a créé une association. Et, des amis de l'orgue. Des amis de l'orgue. Hein. Et puis, on a découvert par hasard que cet orgue traînait dans la chapelle de Canclos et qu'il ne servait à rien. Donc... C'était un peu dommage. On a eu l'occasion de rencontrer le père Le Kimner, qui était le directeur d'externat des enfants nantais. On lui a présenté notre projet et il a été emballé d'ailleurs. Et on a fait affaire, donc on a racheté l'orgue de l'externat pour une somme de l'époque qui était de l'ordre de 70 000 francs. Et puis, effectivement, après, il a fallu mettre cet instrument en place. Donc, on a eu la chance d'avoir... Pardon, qui a financé justement les 70 000 francs? Alors, le financement a été un financement qui a été fait par du mécénat, par la paroisse, parce qu'à l'époque, le curé Jacques Bébon, avec qui nous avions des rapports très particuliers et très près entre nous, était tout à fait favorable à ça. Donc la paroisse a participé à l'achat de l'instrument avec un mécénat à côté d'entreprises qui nous ont aidés à acheter cet instrument. Et toujours le mécénat. Alors il a fallu ensuite, parce que c'est bien beau d'avoir un orgue, il faut l'installer. Il faut pouvoir le mettre en place. Ouais. Donc le mettre en place, il n'y avait pas de tribune pour le mettre en place. Il a fallu créer une tribune dans le fond de l'église. Et donc c'est un menuisier qui était, je me rappelle plus de son nom, qui était à côté de la Belle Étoile là-bas, du rond-point de la Belle Étoile. Et donc qui nous a créé la tribune. Et ensuite c'est le facteur d'orgue Claude de Thibault qui lui a installé l'orgue. Donc il a fallu tout démonter, le nettoyer entièrement. Donc, ce qui est demandé. Donc, tout ceci s'est fait à partir de 87. De 87 jusqu'à 88. Donc, il a fallu mettre en place le financement, mettre en place la tribune, nettoyer cet instrument et mettre en place ensuite l'instrument pour une inauguration qui a eu lieu en 88, en juin 88. Donc, au cours d'un concert qui a été organisé avec le concours de Gabiniel, qui était un prêtre qui était organiste aussi à la cathédrale de Nantes, et qui est venu nous aider à mettre en place et à faire ce concert d'inauguration. Et il y a encore des concerts. Alors, il y a eu des concerts qui ont eu lieu pendant un certain nombre d'années. Et puis, l'association s'est dissoute à un moment donné, puisque ça devenait compliqué, chacun travaillait. Et l'instrument, nous avons ensuite cédé l'instrument donc, à la municipalité, qui maintenant a en charge l'entretien de l'orgue. Eh bien, un grand merci. Merci Guy. C'est frustrant, on a envie d'en savoir plus, mais c'est pas grave, ce sera une prochaine venue. Merci Guy, merci Jean-Noël pour vos témoignages sur ce patrimoine exceptionnel que sont l'église et l'orgue de Thoiré. On va maintenant laisser la place aux informations internationales de Radio Vatican et nous nous retrouverons à 8h45, toujours en direct de la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire pour la dernière partie de notre tour des clochers. Nous recevrons 2 actrices du monde associatif qui nous feront découvrir la solidarité et l'engagement sur ces territoires. À tout de suite sur Radio Fidélité.
Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Nous sommes toujours en direct de Thoiry-sur-Loire avec le père Jérôme Chéreau pour la fin de cette matinale du Tour des Clochers. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Cellier et ses invités. Et pour ce dernier quart d'heure, nous allons découvrir une belle initiative de solidarité née au sein de la paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire. Nous accueillons Marie-Annick Herbert et Nathalie Arnold, coprésidente de Matt Accueil Solidaire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Stéphane. Matt Accueil Solidaire, c'est une association créée en 2015 au sein de la paroisse en réponse à l'appel du pape François. Rappelez-nous le contexte de cette création. En fait, à l'époque, le pape François donc, a invité chaque paroisse à accueillir une famille de migrants. Et on s'est dit, avec quelques chrétiens de la paroisse et l'équipe pastorale, pourquoi pas nous ? Il se trouve en plus que sur la paroisse, nous avions un logement vacant qui appartenait au diocèse. Et donc voilà, c'est à partir de ce petit groupe de réflexion qu'est née l'association Matt Accueil Solidaire. Donc Matt Accueil Solidaire, c'est Matt en fond, comme la paroisse. Comme la paroisse Saint-Mathieu. D'accord. Et alors, vous concrètement, vous parlez d'accueil, donc d'avoir libéré un logement pour une famille migrante, mais c'est plus que ça, la mission de Matt Accueil Solidaire. Vous parlez d'accueillir, héberger, accompagner. Oui, donc l'association repose sur ces trois piliers, donc l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de familles migrantes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. Et ça veut dire quoi alors ? On prête un logement, peut-être, il y a ça, et accompagner de quelle manière ? Par la proximité. En fait, au départ, on avait un logement qui était mise à disposition par le diocèse. Et puis rapidement, on a eu des particuliers qui nous ont mis d'autres logements à disposition. Ouais. Et aussi des communes. On a eu un logement mis à disposition par la commune de Sainte-Luce, de Thoiry et aussi de Mauves. Et puis on a eu la chance aussi d'avoir un promoteur qui nous met plusieurs logements à disposition. Ah oui, vous avez développé tout un réseau de partenaires. Voilà, on s'est vraiment développé grâce à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont mis des logements vacants à disposition de façon temporaire. Et voilà, donc on a pu accueillir un certain nombre de familles et les accompagner un certain temps, puisque l'idée, c'est pas de garder les familles, mais c'est les accueillir temporairement jusqu'à ce qu'elles aient ouvert des droits et qu'elles puissent accéder à un logement par elle-même. Plus pérenne. Voilà. 10 ans après sa création, quel bilan est-ce que vous pouvez dresser ? Combien de familles vous avez accompagnées ? Donc là, nous avons accompagné 26 familles, ce qui représente 111 personnes. 111, c'est pas mal. Oui, donc des nationalités différentes. Alors, quelle nationalité, justement ? 13 nationalités différentes. Donc, je les nomme. On a envie de savoir. Donc, Congo, Syrie, Albanie, Arménie, Érythrée, l'Afghanistan, Ingouchie, l'Irak, le Soudan, la Somalie, le Rwanda, la Roumanie et des Ukrainiens. Oui, donc il y a quand même une belle diversité. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr, une belle diversité de gens avec des façons de vivre différentes. Voilà. C'est enrichissant. Très enrichissant. C'est très enrichissant les échanges avec les familles. Vraiment. Et comment vous vous organisez au sein de l'association ? Vous êtes une centaine d'adhérents, c'est ça ? Centaine d'adhérents, oui. Donc il a fallu se structurer. Au départ, nous étions 2 coprésidents et maintenant nous sommes 4 coprésidents. Récemment. Ça permet de partager un peu les responsabilités. Tout à fait. C'est vraiment génial comme fonctionnement. C'est vraiment très, très bien. Oui. Donc, il y a un bureau, forcément, avec un trésorier, un trésorier adjoint, 2 secrétaires.
Et donc, il y a quatre pôles d'action dans cette association. Hein. Donc, un pôle où on accompagne les familles, le soutien des familles, soutien juridique. Donc, chaque famille est accompagnée par un binôme, nous appelons des référents, qui sont particulièrement proches des familles, hein, rôle de proximité. Oui, c'est ça. Mais quand vous dites proximité, accompagnement, c'est l'aide dans les démarches. Dans les démarches, voilà, ils sont accompagnés dans les démarches, les inscriptions aux écoles, tout ce qui peut être Parce que certains ne parlent pas français, on imagine. Ah ben oui, c'est ça, voilà. Il faut trouver des gens qui parlent leur langue pour se faire comprendre, ou comment vous faites ? On arrive à se comprendre. On arrive à échanger, oui. Merci les sites de traduction. Ouais. Ah là, c'est bien utile. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est bien utile. Ouais. Je vous ai coupé. Il y avait donc l'accompagnement. Oui. Les travaux, entretien, les travaux dans les maisons que nous avons, puisque, comme a dit Nathalie, ce sont des maisons mises à disposition, pas toujours en très bon état. Donc, elles sont remises en état par une équipe qui nous accompagne. Ouais. Hein. Vraiment, on est très accompagnés. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Franchement, on a des gens très... Vous avez des artisans qui acceptent de peut-être faire un partenariat avec vous, ou même de vous faire les travaux gratuitement ? Ben là, c'est beaucoup les bénévoles qui interviennent, hein, qui viennent avec leurs compétences. Je vois dans l'entretien des jardins... c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont envie, ils ont à cœur de mettre les maisons en bon état pour les personnes que nous accueillons. Ouais. D'accord. Oui. Donc l'administratif, il y a aussi un pôle administratif et comptabilité. Forcément, il y a besoin de tout ça dans une association comme la nôtre. Bien sûr. Et puis un pôle communication et événementiel. Ça, c'est pareil. Ce sont des bénévoles qui s'occupent de ça, mais c'est bien. Il y a les relations avec la presse, on imagine. Ouais. Mais comment vous faites connaître Mattaccueil Solidaire ? Comment vous faites pour communiquer, justement ? On organise des événements dans l'année, des concerts, des temps conviviaux là où on invite les familles à venir. On a organisé récemment le marché de Noël, marché solidaire. On a une bonne participation du public, des paroissiens. C'est vrai que la communication passe beaucoup au niveau de la paroisse, mais on va au-delà. Hein. Oui, c'est ça. Elle est née par la paroisse, mais aujourd'hui, pour ça. Elle était peut-être indépendante finalement. Et puis on est en lien aussi avec les communes. Oui. Puisque les communes nous ont mis des logements à disposition, d'une part, et que deux personnes de l'association sont rentrées dans les CCAS à Sainte-Luce et à Thoiret. Oui, les centres d'action sociale. Voilà, donc c'est un lien important aussi qu'on a avec les communes. Ouais, donc ça traverse. Oui, c'est vrai, c'est moi au CCAS de Thoiret. Ah, bah voilà. Ouais. Et c'est hyper important finalement d'avoir un pied au CCAS pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Quand on entend migrants, on se dit peut-être quand même des difficultés. Est-ce que vous rencontrez, mais c'est souvent un préjugé, hein, est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ce que peuvent penser les gens, la peur parfois de l'autre, la peur du migrant ? Est-ce que c'est une difficulté que vous rencontrez, ça ? Pas sur Thoiret, je pense pas. Je trouve pas que les gens soient repoussants. Je ne sais pas trop comment dire. Il y a une bonne ouverture d'esprit. Oui. On n'est pas vraiment confrontés directement, nous, l'association. Mais c'est vrai qu'autour de nous, on entend beaucoup de résistance et de réticence. Après, c'est vrai que pour lutter contre ça, le mieux, c'est la rencontre. Il n'y a pas d'autre... Il faut créer la rencontre. Il faut créer la rencontre, voilà. Et nous, on essaye, dans l'association, de créer au maximum cette rencontre et des lieux pour que cette rencontre puisse se vivre. Et au niveau de la paroisse, c'est vrai que le Mattaccueil a permis une plus grande sensibilisation justement sur l'accueil des migrants, leur parcours et tout ce qui tourne autour de cette question de l'accueil. Et j'imagine qu'il y a des belles rencontres aussi, des belles réussites qui vous portent. Complètement. Marianne. Il y a des très belles rencontres, des très belles réussites. Quand les gens arrivent à trouver leur logement, à trouver leur indépendance, c'est la joie pour nous. Et on garde des liens fraternels. Même quand ils sont partis, on a quand même vécu des choses très riches avec ces personnes. Et on a envie de continuer de les voir. Ouais. Et je me rends compte que
les gens, lorsqu'ils connaissent ou lorsqu'ils voient ce qu'on peut faire, comment on vit avec, parce qu'ils nous apportent tellement de joie qu'on a envie de la témoigner, cette joie. Et peut-être qu'on prend du recul aussi quand on entend leurs histoires. Oui, complètement. Ils doivent se confier à vous, ils doivent vous raconter des choses qui sont quand même assez difficiles. Oui. Il y a peut-être l'importance de prendre de la distance par rapport à tout ça, ou d'avoir un sas où vous pouvez discuter entre vous. C'est vrai que pour les référents, c'est pas toujours évident parce qu'ils sont confrontés à des personnes qui ont souffert, qui ont souffert, qui sont pour certaines vraiment fragiles psychiquement. Et voilà, il faut trouver la juste posture et aussi il y a la question de l'interculturalité. Donc on se rencontre avec des familles qui ont un parcours différent, un vécu différent, qui viennent d'autres. Qui ont d'autres façons de vivre. Et voilà, on est confronté quelquefois. Voilà, on est confronté quelquefois. Et ça nous demande souvent de nous laisser nous-mêmes déplacer dans notre façon de voir penser, les choses. De voir Alors, si jamais ceux qui nous écoutent voudraient s'engager ou soutenir Matt Accueil Solidaire, comment on fait ? Comment on fait ? Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'association, que ce soit aussi bien au niveau des maisons qu'au niveau de l'accompagnement, à tous les niveaux. Ça peut être au jardinage, ça peut être aussi la personne qui fait les petits bouquets de bienvenue sur la table quand les familles arrivent. Voilà, il y a tout un panel de choses, le soutien scolaire qui est possible. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est la recherche de logements vacants. Voilà. On a vraiment besoin de nouveaux logements vacants parce que les logements sont mis de façon temporaire et du coup, il faut vraiment que d'autres personnes nous fassent confiance et nous mettent à disposition ces logements vacants. Eh bien, c'est entendu. Et pour ceux qui veulent, Matt Accueil Solidaire, c'est M-A-2-T-H. Oui. Vous voulez terminer ? Je vous ai coupé. Juste dire qu'on a le soutien d'une association professionnelle, l'association Une famille, un toit, qui nous aide vraiment à gérer le logement. Et ça, c'est très important parce que du coup, pour les propriétaires, pour rassurer. Voilà, ça permet les familles sont accompagnées dans le logement jusqu'à leur sortie en logement social. D'accord, donc si vous avez des logements vacants, à bon entendeur. Merci beaucoup Marie-Annick, merci Nathalie pour ce témoignage sur cette belle œuvre de solidarité et de fraternité. Père Jérôme, nous terminons ce tour des clochers. Alors on a découvert ce matin la richesse de cette paroisse, la vie spirituelle, les initiatives de solidarité comme Matt Accueil Solidaire, le patrimoine avec l'orgue, un territoire dynamique. Peut-être un mot de conclusion pour, les 30 secondes qui nous restent. Quel souhait vous pourriez formuler pour cette paroisse ? C'est pas un souhait. C'est pas un souhait. C'est plutôt un constat. Un constat. Un certain nombre de gens s'inquiètent de ce que va devenir l'Église. Et bien, on voit qu'elle est très vivante encore. Donc, c'est plutôt un mot d'espérance. Un mot d'espérance, c'est très important. Elle change, mais elle existe toujours. Eh bien, merci beaucoup, Père Jérôme, pour votre accueil pendant ces 2 heures au sein de votre paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire. Et merci à toutes les personnes qui se sont déplacées ce matin pour témoigner de leur engagement. Et merci à vous tous qui nous avez suivis ce matin sur Radio Fidélité. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, tous les replays du Tour des Clochers sont à réécouter sur www.radio-fidélité.fr. Et rendez-vous vendredi prochain